Salut, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer ce live. Vous êtes déjà 1200. Pensez à repartager le live. Donc vous êtes en direct sur Révolution Permanente, le média du bon côté de la barricade, le média de notre courant politique, le courant communiste révolutionnaire qui appartient, est une des tendances du NPA. Donc un live après 54 jours de grève. Moi je m'appelle Anas Kazib, je suis militant et cheminot sur le triage du Bourget, sur le secteur du Bourget à la SNCF. Bonsoir à toutes et à tous. Hein. J'ai vu plein de bonsoirs. J'ai pas eu le temps de capter tous les prénoms, mais bonsoir, bienvenue dans ce live qui va durer à peu près une heure. Et plus si affinité, mais normalement une heure ça devrait aller. La première chose qu'on va essayer d'aborder dans ce live, c'est la question de la répression, la répression et notamment la répression à la RATP. À la RATP, pourquoi? Parce que depuis maintenant 54 jours, il y a déjà une répression féroce dans l'ensemble des dépôts de bus de la RATP. Vous avez pu notamment voir certaines vidéos, certains articles sur Révolution Permanente qui témoignaient d'une forte répression chaque matin depuis le 5 décembre. Il faut savoir que la RATP et le gouvernement, parce que la police elle vient pas toute seule, elle vient au nom du patronat et pour le gouvernement aussi, parce que leur rôle c'est de briser des grèves, c'est de réprimer en manifestation, de faire peur en manifestation, de, comme on dit l'expression, en éborgner un pour faire peur à 10 000. Et puis sur les piquets de grève, chaque matin depuis le 5 décembre, il y a une répression féroce qui s'abattait sur les grévistes, les salariés de la RATP en lutte contre cette réforme des retraites. Et depuis quelques jours maintenant, il y a une accélération de la répression qui passe du côté disciplinaire. Elle passe du côté disciplinaire, pourquoi? Parce que on a 3 camarades et maintenant un 4e, ne serait-ce que sur le dépôt de Vitry. Les 4 sont de la CGT RATP bus, d'accord? Donc il y a Yacine qui est machiniste au dépôt de Vitry, Patrick qui est machiniste au dépôt de Vitry, François qui est agent de maintenance bus au dépôt de Vitry, et le 4e qui vient de tomber et qui va avoir son entretien disciplinaire le 3 février prochain. Et d'ailleurs les camarades de Vitry appellent un rassemblement le 3 février prochain devant le dépôt de Vitry. Il y aura des précisions et notamment sur Révolution Permanente de l'adresse, l'heure et le lieu exact du rendez-vous. Le 3 février, Alexandre passera également en entretien disciplinaire pour des faits de grève. Ce ne sont pas les seuls, parce que il y a un autre camarade à Flandre qui s'appelle Ahmed. Vous avez pu le voir, c'est un de mes camarades avec lesquels on anime souvent les cortèges, qui est un des piliers de cette grève, qui est le secrétaire de la CGT à Flandre, d'accord, qui également le 3 février, parce que la RATP ils font pas les choses à moitié, ils mettent 2 conseils de discipline au même moment, mais dans des lieux séparés pour éviter justement qu'il y ait la possibilité de faire des rassemblements massifs. Donc il y aura un rassemblement également devant le dépôt de Flandre le 3 février pour Ahmed, qui est également militant de la CGT. Donc ça fait déjà 5 camarades de la CGT RATP qui passent en conseil de discipline pour des faits de grève. D'accord, pour des faits de grève à qui on reproche soit des blocages, soit des propos entre grévistes et non grévistes, ou parfois grévistes avec la direction. Et malheureusement, ce qui est arrivé aujourd'hui, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, il y a un camarade François qui fait partie des 3 militants qui ont été réprimés durant la grève, et notamment il y a environ 2 semaines, vous avez pu voir même un rassemblement très important devant le dépôt de Vitry pour ces 3 camarades qui passaient les 3 en même temps en entretien disciplinaire, où il y a eu un certain nombre de personnalités politiques comme Jean-Luc Mélenchon, des personnes de la France Insoumise, du PCF, du NPA comme Olivier Besancenot. Il y avait également Philippe Martinez qui était présent, et un tas de syndicalistes de la RATP, de la SNCF et d'ailleurs qui sont venus les soutenir. François, ce matin, notre camarade de la maintenance de MRB, comme on dit à la RATP, de la maintenance bus, a fait une tentative de suicide ce matin dans le dépôt de Vitry. Voilà. François a fait une tentative de suicide dans le dépôt de Vitry ce matin lorsqu'il a repris le travail.
Pourquoi? Parce que il y a un tas de raisons, notamment la question de cette répression qui vit avec l'ensemble de ses camarades, notamment Patrick, Yacine et demain Alexandre qui va être convoqué le 3 février. François a fait une tentative de suicide. Des informations que j'ai eues, il semblerait que ça soit qu'il se soit tailladé les veines. Il a été emmené d'urgence à l'hôpital et il est sorti d'affaire. D'accord? C'est un cas très grave, chers camarades, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la question de la répression. Le moment où on arrive à ce que des camarades grévistes qui luttent depuis 54 jours se retrouvent en fait à faire des tentatives de suicide sur leur lieu de travail, ça a des conséquences directes sur le rôle que joue l'entreprise et le management dans l'entreprise. Il y a eu un rassemblement inopiné, si je puis dire, aujourd'hui au dépôt de Vitry pour ce camarade-là, où il y a plusieurs centaines de personnes qui se sont rassemblées directement et qui sont parties interpeller une direction sourde, une direction qui n'a eu de cesse en fait de ne pas avoir un seul mot en faveur de François, ne serait-ce qu'un mot de sympathie ou autre, mais en rejetant en fait la faute sur les sanctions disciplinaires, sur l'entretien disciplinaire, prétextant en fait que en lien avec l'entretien disciplinaire, il y a des salariés qui ont été choqués, notamment des non-grévistes qui ont été choqués de propos ou autres. Voilà, donc pas un mot de solidarité vis-à-vis de François. Donc moi, je tenais à dire à François, à l'ensemble des camarades du dépôt de Vitry, mais pas que, mais l'ensemble de nos camarades de la RATP, on ne laissera pas faire. On ne laissera pas passer impunément en fait cette répression patronale, et notamment cette répression patronale à la RATP qui pousse des camarades au suicide et qui poussent des camarades à faire des tentatives de suicide dans leur propre dépôt. Ça, c'est inadmissible et c'est inconcevable. Depuis le début, on le dit, on le répète, il y a une répression féroce qui s'abat sur l'ensemble des travailleurs qui luttent. Je parlais au début de cette vidéo de la répression devant les dépôts de bus, mais également les entretiens disciplinaires. Mais il y a également un certain nombre de camarades qui ont été mis en garde à vue pour des manifestations. Je pense notamment à des camarades de Sudrail, d'autres de la CGT ou encore de Sud RATP. Notre camarade Irène, qui est une conductrice de la ligne 9, qui également a été fortement réprimée. Donc enfin voilà, je pense également à un camarade Alix, qui est un camarade de la ligne 7 bis, qui s'est suicidé, qui est mort malheureusement durant cette grève, et il est mort en gréviste. Voilà, on ne sait pas les raisons pour lesquelles, et moi je vais pas m'avancer dans ce live-là pour dire les raisons ou quoi que ce soit, parce que a priori il n'y a pas eu de courrier il n'a pas expliqué son geste. En tout cas, c'est grave que dans une seule et même grève, il y ait d'abord un gréviste, un salarié de la ligne 7 bis, Alix, qui a mis fin à ses jours, et puis aujourd'hui François, qui est sous le coup de la répression de la RATP, qui fait une tentative de suicide dans son dépôt. C'est jamais vu dans l'histoire de la RATP et des mouvements de grève à la RATP qu'un salarié gréviste, un militant en plus qui n'est pas un jeunot, qui est un militant avec de l'expérience, qui se retrouve à faire une tentative de suicide. Donc moi je voulais leur apporter toute la solidarité, toute la fraternité de l'ensemble des camarades de mon secteur, de celui du Bourget. Mais j'ai envie de dire, nous chez Sudrail, également mon syndicat, on sait montrer de la solidarité et être du côté des salariés qui vivent la répression. Et puis je vais ajouter également l'ensemble du soutien des camarades de Révolution Permanente qui sont également au quotidien aux côtés des travailleuses et des travailleurs du dépôt de Vitry, et qui connaissent François pour l'avoir également interviewé. Et puis on espère qu'il va sortir indemne. Donc je rappelle les rendez-vous très rapidement. J'en profite pour vous dire bonsoir à toutes et à tous, parce que je vois en même temps des bonsoirs. Vous êtes en direct sur Révolution Permanente. Pensez à partager ce live. On est 1400 connectés. On va passer juste après avoir rappelé les quelques rendez-vous qu'il y a qui sont importants. C'est le 3 février. Le 3 février, il y aura l'entretien disciplinaire de Alexandre sur le dépôt de Vitry, et l'entretien disciplinaire de Ahmed sur le dépôt de Flandre. Le dépôt de Flandre, il est du côté de
Pantin, avenue Jean Jaurès de mémoire, le dépôt de Pantin. Donc il y aura sur Révolution Permanente, on va relayer les appels et les rendez-vous. Mais avant ça, avant le 3 février, il y a un blocage qui est annoncé et qui est appelé par l'ensemble des travailleurs de Vitry aujourd'hui, du dépôt de Vitry, jeudi matin. D'accord? Jeudi matin, le dépôt de Vitry appelle au blocage et à la grève. Faut savoir qu'aujourd'hui, moi j'étais au dépôt de Vitry et j'ai discuté un peu avec les camarades. Il y a un droit d'alerte qui a été déposé par rapport à ça. Ok, et il y a un certain nombre de collègues qui se sont déclarés en accident du travail par rapport à ces faits-là. Moi, je le dis et je le répète, chers amis de la RATP, non pas uniquement du dépôt de Vitry. Il faut montrer de la solidarité par rapport à ce geste-là de Vitry. Il faut que ça pète partout. Il faut que ça pète partout. Vous ne pouvez pas accepter, on ne peut pas tolérer qu'un autre camarade qui soit en lutte depuis 54 jours fasse une tentative de suicide dans un dépôt de bus. Ça ne sert à rien tout ce qu'on fait. Ça ne sert à rien de faire grève, ça ne sert à rien d'avoir lutté autant si lorsqu'on a des camarades qui font couler le sang dans un dépôt de bus, en fait on ne fait rien et on continue à reprendre le boulot pour quelques euros à essayer de récupérer. Il faut montrer de la solidarité et montrer de la fraternité. Il faut que dans l'ensemble des dépôts de bus, il y ait des droits d'alerte qui soient mis en place. Parce que c'est faux, ce serait faux de croire qu'une tentative de suicide d'un camarade au dépôt de Vitry n'aurait des conséquences que sur les travailleuses et les travailleurs de Vitry. C'est faux, c'est faux. Parce que n'importe quel collègue qui conduit un métro, un bus ou autre est concerné par cette tentative de suicide. Et notamment parce qu'il y a encore 4 autres camarades qui vont passer en conseil de discipline bientôt. Parmi eux, François, parce que pour François, l'entretien disciplinaire, c'est que la première étape, l'entreprise a déjà menacé de la possibilité d'un conseil de discipline. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'un collègue qui a fait une tentative de suicide, il serait même prêt à aller jusqu'à le sanctionner, peut-être même le virer de l'entreprise pour des faits de grève. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc il va falloir faire en sorte de frapper fort, les camarades. Il va falloir frapper fort. On ne peut pas tolérer que notre camarade Irène se soit fait réprimer comme ça, qu'on ait des camarades qui finissent en garde à vue et maintenant des camarades qui font des tentatives de suicide dans des dépôts de bus. Il faut que ça pète. Il faut que ça pète, chers amis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que moi, quand j'ai demandé à droite et à gauche, on me répond, ouais, mais c'était à Vitry, c'est pas ici, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Comment ça, on accepte que dans d'autres dépôts, il ne se passe rien et on prend son bus et on conduit son bus comme si de rien n'était? Ce n'est pas possible, chers amis. Parce que demain, peut-être qu'il y aura un de vos collègues qui viendra dans votre dépôt de bus pour faire une tentative de suicide. Peut-être que demain, on réprimera dans votre dépôt de bus. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à Vitry que vous n'êtes pas concerné. On est tous concernés. Lorsqu'il y a un camarade qui fait une tentative de suicide, ça nous impacte tous. Peu importe l'entreprise dans laquelle on est. Donc, il faut frapper fort. Il faut frapper fort. Faudrait essayer de voir même s'il n'y a pas un rassemblement qui peut se faire à la maison de la RATP ou autre, mais il faut déclencher quelque chose. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait une mobilisation et que, en fait, on accepte que l'entreprise, eh ben voilà, elle passe un peu sous silence les tentatives de suicide des camarades. Donc moi, je le dis et je le répète, j'appelle l'ensemble des camarades de la RATP à se mobiliser fortement. Jeudi, il y a un appel devant le dépôt de Vitry, mais il va falloir que jeudi, vous preniez toutes et tous la décision de faire quelque chose par rapport à la tentative de suicide de notre camarade François. D'accord? Parce que la répression patronale, elle va s'abattre sur tout le monde. Et c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à la répression patronale, c'est la solidarité ouvrière et c'est la fraternité ouvrière dans la bataille. Et si on veut faire sauter l'ensemble des sanctions disciplinaires, c'est le retrait total de la réforme des retraites, chers amis. Parce que s'il y a une victoire dans cette grève, l'ensemble des sanctions disciplinaires tombent. Vous rentrez dans votre dépôt, la tête haute, avec le respect et la dignité, et le respect d'avoir lutté, d'avoir fait les sacrifices nécessaires et d'avoir gagné. C'est pour ça qu'il va falloir se battre jusqu'au bout, les amis. On ne peut pas accepter qu'en fait, les sanctions disciplinaires, elles tombent au fur et à mesure, un jour au métro, un jour dans tel dépôt de bus, un jour dans tel autre dépôt de bus. Ils essayent de couper des têtes. Ahmed de Flandre, Yacine, François, Patrick, ce sont des piliers de la grève. Ce sont des militants de la grève. D'accord? Ce n'est pas un hasard qu'ils soient visés. Ce n'est pas un hasard qu'ils soient visés. Ils essayent de se servir d'eux, comme Annie, notre camarade Annie du dépôt de Béliard, qui est déjà passé en conseil de discipline et qui a eu 15 jours de mise à pied pour avoir été un lanceur d'alerte. Quand même, il est venu dénoncer l'état de délabrement de certains bus dans son dépôt, d'accord, avoir fait une enquête avec d'autres syndicalistes, et il prend 15 jours de mise à pied, d'accord, 15 jours de salaire qui seront retirés pour un camarade qui a 50 jours de grève aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils essayent de se servir de ces militants de la grève, et ben pour transmettre un message, chers amis, pour que sur leur front, il y ait écrit, si vous ouvrez votre gueule, si vous faites quelque chose, vous, on va vous défoncer encore pire.
Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas se mentir. Lorsqu'on attaque un militant syndical, d'accord, celui qui est non syndiqué, ça a encore plus de résonance pour lui. Parce que derrière, il va se dire, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse si moi, on m'attaque en entretien disciplinaire? Moi, j'ai pas de syndicat derrière moi. Je suis pas, j'ai pas une protection du fait d'un mandat ou quoi que ce soit. J'ai pas un appareil qui va se mobiliser spécialement pour moi. Et c'est ça ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça que viser des leaders de la grève, pour eux, c'est essayer de faire en sorte de briser la grève d'une certaine manière. C'est l'arme des faibles. D'accord? La répression, les camarades, c'est l'arme des faibles. C'est lorsque vous ne pouvez rien faire et que vous savez que la puissance, elle est du côté des grévistes et elle est du côté de la mobilisation. Donc moi, je vous le dis et je le répète, j'appelle l'ensemble des camarades de la RATP, mais pas que, de la SNCF également et d'autres secteurs. Il va falloir rendre coup pour coup. D'accord? Il va falloir rendre coup pour coup à ce geste de François qui s'est tailladé les veines dans son dépôt de bus. D'accord? Il y a des bus, j'ai parlé avec des camarades de Vitry, il y a des bus qui ont circulé. Comment on peut tenir un volant? Comment on peut tenir un volant dans un dépôt de bus où un camarade vient de faire une tentative de suicide? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il va falloir répondre coup pour coup. Et le meilleur coup que nous, on peut leur mettre, c'est celui de la solidarité et de la fraternité. Donc, jeudi, on est combien? On est le 27, 28, 29, 30. Jeudi 30. Jeudi 30. Dès le matin, blocage important devant le dépôt de bus de Vitry. Il va falloir être massivement réunis là-bas. Et il va falloir que ailleurs, il y ait des droits d'alerte. D'accord? Parce que je le dis et je le répète, vous pouvez faire des droits d'alerte dans l'ensemble des dépôts de bus et des lignes de métro à minima à la RATP par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Ça ne concerne pas que Vitry. Ça ne concerne pas que Vitry. Parce que le choc psychologique, il est partout. Il est dans n'importe quel machiniste qui pourrait se retrouver justement dans le geste désespéré de François ce matin. Donc ça ne concerne pas que François. La répression qu'on subit, ça ne concerne pas que François et le dépôt de Vitry. Donc voilà, chers amis, concernant la répression, je répète, jeudi 30 janvier, rassemblement et blocage du dépôt de Vitry, mais j'espère qu'il n'y aura pas que le dépôt de Vitry qui sera bloqué ce jeudi-là. Mercredi, grosse journée de manifestation et de grève interprofessionnelle. Et puis le 3 février, au niveau du dépôt de Flandre, avenue Jean Jaurès à Pantin, et au niveau du dépôt de Vitry, encore une fois, pour Alexandre, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent même pas, ils ne suspendent même pas, ils font même pas un moratoire. C'est dire le niveau répressif de cette direction de la RATP. D'accord? C'est à quel point ils sont tétanisés, chers amis. Parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas des grèves tous les 5 matins à la RATP. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il n'y a pas une mobilisation aussi importante à la RATP. Et ça les fait flipper. Ça les fait flipper. Parce que jusqu'à présent, ils avaient l'impression qu'ils tenaient la boutique. Ils tenaient la boutique et aujourd'hui, de voir que dans certains secteurs, notamment au métro, il y a eu 95% de grévistes jusqu'au 50e jour, ça les tétanise. Ça leur fait peur. Ça leur fait peur. D'accord? Donc il va falloir leur rendre coup pour coup, chers amis. Et je le dis, je le répète, le meilleur coup, c'est celui de la grève, c'est celui de la solidarité et de la fraternité dans la bataille. Chers amis, les autres éléments sur lesquels je voulais revenir, au-delà de la question de la répression, c'est la question de la grève. C'est la question de la grève. Aujourd'hui, on est au 54e jour de grève. J'ai écrit un éditorial politique d'analyse et de bilan profond sur le site de Révolution Permanente. L'article est accessible. Vous pourrez aller le voir après ce live si vous ne l'avez pas lu, et le partager et le commenter. Un édito qui revient un peu, qui tire les premiers bilans et qui essaie de donner des perspectives sur la suite. La première chose, c'est que l'état des lieux, moi je considère que les grévistes, les travailleurs en lutte ne sont pas des enfants. Donc ça ne sert à rien de raconter des histoires et de bomber le torse et de faire croire que c'est la 5e guerre mondiale dans l'ensemble des gares SNCF et des dépôts de métro, de bus, etc. C'est faux. Aujourd'hui, il y a une reprise très importante à la RATP et à la SNCF. D'accord? Une reprise pourquoi? Non pas parce qu'on considère que la bataille est finie, non pas qu'on considère que le gouvernement a gagné, mais parce que les travailleurs se retrouvent à souffler. Ils n'ont pas envie de souffler. Personne n'est essoufflé. D'accord? C'est ce que je mets dans l'éditorial. Personne ne veut souffler. Parfois, quand j'entends des responsables syndicaux qui disent « Oui, mais les gens, c'est normal, ils ont besoin de souffler. » Non, il y a personne qui a besoin de souffler. On a besoin d'argent, malheureusement, parce qu'il y a des confédérations syndicales qui ont de l'argent et qui ne le donnent pas.
d'accord? Et ça, c'est un problème central. C'est un problème central, cette question de la caisse de grève qui ne sont pas alimentées. Ce n'est pas normal, ce n'est pas aux grévistes, d'accord? Ce n'est pas des personnes non syndiquées pour qui c'est la première grève de devoir s'occuper d'une caisse de grève. Les caisses de grève, elles auraient dû être alimentées dès le démarrage par les confédérations syndicales. Il y a eu 3 mois entre le 13 septembre, journée de grève à la RATP, l'appel à la grève illimitée pour décembre. Il y a eu 3 mois pour se préparer, 3 mois pour venir armer financièrement d'une part, d'accord? De dire que pendant 3 mois, on va collecter de l'argent pour dire aux grévistes, ne vous préoccupez pas de l'argent, camarades, il y a de l'argent, faites grève, bloquez l'économie. D'accord? Mais personne n'a préparé la grève. Personne n'a préparé la grève. Je reviendrai sur les questions de modalité. Je commence par la question de la caisse de grève parce que c'est aujourd'hui, c'est ce qui nous pousse à appeler ça être obligé de souffler. Moi, j'ai pas envie de souffler. Moi, ce n'est pas de gaieté de cœur parce que nous, on a dit sur mon triage au Bourget, moi, je suis pour la souveraineté des assemblées générales. On a voté le fait de reprendre et se remettre en grève dès mercredi. Donc moi, demain, ça va être ma première journée après 54 jours de grève. On a eu nos fiches de paie, on a des fiches de paie à 0. Mais moi, ça me vénère de retourner au boulot. Je vous dis la vérité. Ça me dégoûte de retourner au travail, même pour une journée, même pour une demi-heure, j'ai pas envie de mettre les pieds au travail. Mais moi, je suis pour la souveraineté des assemblées générales et lorsque avec mes collègues, on dit on fait grève et lorsqu'on dit on fait une reprise collective pour pouvoir revenir tous ensemble, je suis obligé de me plier aux règles du jeu de la souveraineté des assemblées générales. Mais parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, financièrement, dans l'ensemble des secteurs, il n'y a pas d'aide. Je vais vous donner un exemple, chers amis, la CFDT. La CFDT, elle a plus de 100 millions d'euros de caisse noire pour les grévistes de la CFDT. Est-ce qu'il est normal que la CFDT ne donne pas 1 centime pour les grévistes qui luttent depuis le 5 décembre en grève reconductible? Vous imaginez une seule seconde si Laurent Berger expliquait à la télé, prenait un micro et disait la CFDT va donner 30 millions d'euros pour les grévistes? Mais il n'aurait même pas besoin de sortir 1 centime que le gouvernement il serait obligé de lâcher sur la réforme des retraites. Parce qu'ils savent très bien. Donne-nous 30 millions d'euros, mais on tient 3 mois encore. Pendant 3 mois, il n'y a plus un métro, il n'y a plus un RER qui circule, il n'y a plus un TGV qui décolle des gares. Ce qui nous oblige à souffler, ce n'est pas de gaieté de cœur. On souffle parce que sinon on n'a pas d'argent. Parce qu'il n'y a personne qui se préoccupe. Parce qu'on a des dirigeants syndicaux qui sont en train de nous dire « Oui, mais c'est normal, là, la grève, elle est obligée de baisser. » Pourquoi elle serait obligée de baisser? Mais à un moment donné, si on connaît les limites, c'est pas la première grève. Une confédération syndicale, la grève, elle la connaît, la grève. Elle sait très bien qu'une des difficultés centrales de la grève, c'est l'argent. On le dit, il y a une expression qui dit « Le nerf de la guerre, c'est l'argent ». Donc c'est pas anodin qu'à un moment donné, après 50 jours, les gens ils ont besoin de remplir leur frigo si toi-même tu te préoccupes pas de comment ils vont tenir la grève. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Je vous donne un autre exemple, chers amis. La CGT. La CGT, elle déclare 700 000 adhérents. Force ouvrière déclare 350 000 adhérents. À eux deux, ça fait 1 million d'adhérents. D'accord? Les cotisations à la CGT, elles sont variables. Mais en gros, c'est entre 20 et 30 euros. La cotisation d'un adhérent à la CGT. Entre 20 et 30 euros. Et puis, ça dépend après du salaire et ça peut même aller plus haut. Mais si ne serait-ce que la CGT, Force ouvrière, ils disaient, chers amis, le mois de janvier, les cotisations de janvier, on donnera 10 euros par tête de pipe pour les caisses de grève. Il y a 10 millions d'euros, chers camarades, qui rentrent demain sur le champ. Il y a 10 millions d'euros qui rentrent sur le champ pour les caisses de grève et ça n'enlève pas 1 centime pour pouvoir payer l'encre des imprimantes ou les chasubles des syndicats ou des drapeaux. Vous imaginez? Mais il n'y a personne qui le fait. Et ça, je prends que FO et la CGT. Mais si on prenait la totalité des syndicats, il y a presque 3 millions de syndiqués dans ce pays. Vous imaginez si on donnait ne serait-ce que 10 euros des cotisations des 3 millions d'adhérents dans ce pays? Mais on gagne la grève largement, il n'y a ni besoin de souffler, ni de faire des crédits. Moi, j'ai la haine quand j'entends des collègues qui vont faire des crédits à la consommation. J'ai des collègues de mon secteur qui sont partis emprunter 3 000, 5 000 euros pour pouvoir faire grève. Alors que derrière, on a des châteaux, on a des caisses noires, on a de la trésorerie et ça sert pour personne. À quoi ça sert cet argent-là si c'est pour perdre? À quoi ça sert? Mais en plus, c'est pour vous montrer à quel point que le problème, il est profond et il est politique. Parce que, franchement,
si tu as envie de faire gagner, et si tu as envie de gagner, et je me mets à la place de la CFDT, mais si la CFDT demain, elle déclarait dans la presse qu'elle donne 30 millions d'euros pour les grévistes, mes chers amis, elle ferait sur le champ, elle ferait au moins 500 000 cartes directement, d'accord? Si la CFDT demain elle donnait 30 millions d'euros, je vous assure, peu importe la ligne, il y a 500 000 personnes qui prendraient une carte à la CFDT pour dire bah voilà, la CFDT elle a donné de l'argent, on va syndiquer chez elle. Ils auraient tout à gagner. L'ensemble des syndicats a gagné le fait d'une grève qui gagne. Un syndicat n'a aucun intérêt d'une grève qui soit perdante. Parce qu'une grève qui est perdante, c'est des gens qui vont déchirer leur carte, c'est des gens qui vont arrêter de militer, c'est des gens qui vont dire ben la grève, moi j'arrête, c'est terminé, me parlez plus de grève, me parlez plus de mobilisation. Donc il y a tout à gagner justement à donner de l'argent. Et c'est pareil pour les salles. Je l'ai mis dans l'édito que qu'on a sorti ce matin. Mais regardez, par pitié, regardez celles et ceux qui suivent la mobilisation de près. Il n'y a pas une réunion qui se fait dans un local syndical. Parce qu'il n'y a personne à qui on prête des salles. Les gens, ils sont obligés d'aller dans des théâtres, dans des cinémas, dans des maisons de la grève, dans des associations. Vous imaginez, c'est des associations qui recueillent les grévistes pour pouvoir discuter, pour pouvoir se rassembler, pour pouvoir faire une fête, pour pouvoir essayer de collecter un peu d'argent. Les syndicats, ils te calculent pas. Ils te donnent rien du tout, ils te donnent pas de salle. Quand tu fais des actions, quand tu appelles à des actions coup de poing, ils ne viennent pas. Quand tu appelles à des manifestations comme on l'a fait le 26 décembre, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas après la base, ils ne viennent pas derrière la base. Regardez ne serait-ce que la CFDT, l'action qu'on a fait à la CFDT de mémoire, c'était le 17, c'était à peu près il y a 10 jours. Chers amis, peut-être vous n'êtes pas au courant, ce matin j'étais au commissariat convoqué par rapport à l'action de la CFDT. Voilà, donc j'ai été entendu comme témoin, etc. Moi j'ai donné ma version des faits, j'ai répondu aux questions. J'étais accompagné également de l'avocat Aria Halimi, qui est également militant de la Ligue des droits de l'homme, qui m'a assisté dans cette audience au commissariat du 19e, mais j'ai été convoqué. Vous imaginez, je suis jamais rentré de ma vie dans un commissariat. La seule fois où je suis rentré dans un commissariat, les amis, c'était pour faire une déclaration de perte d'une carte d'identité. Vous imaginez, je suis convoqué au commissariat de par un syndicat pour une action syndicale. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais on l'a fait cette action-là et on la regrette pas parce qu'elle a été symbolique, parce qu'on est venu dénoncer la régression sociale. On est venu dire, il est hors de question qu'on laisse n'importe quel bureaucrate planqué dans un bureau venir nous expliquer à nous qui luttons depuis 50 jours que c'est eux qui vont décider. Parce que sinon on va les gifler avec nos fiches de paye à 0 €, nous, toutes ces personnes-là. Les bureaucrates qui sont pas contents, on va vous gifler avec nos fiches de paye à 0 € si vous n'êtes pas contents lorsqu'on vous dit que la grève elle appartient aux grévistes. Que vous montiez, que vous redescendiez, c'est nous qui décidons dans cette grève, d'accord? Que ça soit clair, net et précis. Parce qu'il y a personne qui va décider. Moi, je fais les sacrifices pour mes enfants. On fait tous les sacrifices pour nos enfants. On va rien acheter à nos enfants, on n'a rien acheté à nos enfants pour Noël. On ne profite même pas avec nos enfants et sous je sais pas quelle éthique de je sais pas quoi, on va laisser des bureaucrates décider à notre place qui sont assis sur des magots, sur des coffres forts plein d'oseilles et qui nous aident pas et qui sont en train de nous regarder. En plus de ça, on devrait rester à l'extérieur et dire ouais on va pas les interpeller, on va rien dire, on va les laisser faire, on va les laisser négocier la régression sociale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que notre grève. Donc moi je le dis et je le répète, s'il y a un bureaucrate qui est pas content, il me donne rendez-vous et je le gifle avec ma fiche de paie, comme ça le chiffre il va s'imprimer sur son visage et il va voir que la base elle est mobilisée depuis le début et c'est elle qui décide depuis le début de la mobilisation. D'accord? Parce qu'à un moment donné, oh, c'est bon, moi j'entends des gens dire on a besoin de souffler, il y a personne qui a besoin de souffler. On a besoin de gagner, chers amis par contre. S'il y a besoin de quelque chose, on a besoin de gagner. On a besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer à faire grève, pour finir de taper sur le clou sur lequel on est en train de taper. D'accord? Je ferme la parenthèse de l'argent et je bois un coup d'eau. La seconde chose que je voulais dire sur la question de cette suite de grève. Il y a plusieurs stratégies qui sont en train de se poser aujourd'hui et il va falloir qu'on fasse pause 2 minutes et qu'on réfléchisse à ce qui se dit et ce qui se fait. Pour être proche d'un certain nombre de camarades à la RATP et à la SNCF, je le dis, toutes celles et ceux qui sont mobilisés sont prêts à repartir. D'accord? Ça, c'est un truc qui est pour moi incroyable. J'ai jamais vu en 50 jours de grève des gens qui reprennent le boulot dégoûtés et qui sont tout de suite pressés de se remettre en grève. C'est un niveau
de détermination que j'ai rarement vu dans une mobilisation. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, il y a un réveil de la base réel et concret. D'accord? Il y a un réveil de la base qui est concret et réel aujourd'hui. Ça, c'est important. D'accord? Et il va falloir qu'on fasse pause. Pourquoi? Parce que il va falloir qu'on pense aux suites. Parce que moi, je suis opposé à la question des grèves minoritaires. D'accord? Je suis opposé à la question de faire des petites grèves comme ça, minoritaires, et de croire qu'on fait une coagulation de petites grèves, qu'on s'agite, qu'on fasse de l'activisme, en fait, de croire que parce qu'on va bloquer un endroit à 2 ou à 3, on va gagner quelque chose. On ne peut pas, lorsque il y a eu 95% des conducteurs qui étaient en grève pendant 50 jours, faire croire que demain on peut gagner avec des journées perlées et une grève minoritaire. C'est faux, d'accord? Celui qui pense qu'il peut gagner avec des journées perlées, avec des grèves minoritaires, il se raconte des histoires, d'accord? Pour avoir lutté, ça fait pas 50 ans que je fais grève, mais dans ma petite expérience, je peux vous dire que les grèves perlées, c'est la défaite, d'accord? Les grèves perlées, c'est la défaite. Et aujourd'hui, on peut se raconter ce qu'on veut. Notre camarade Philippe Martinez, il a jamais appelé à la grève reconductible et à la grève générale dans le pays. D'accord? Le 5 décembre, ce n'était qu'une journée de 24 heures. Le 12 décembre, ce n'était qu'une journée de 24 heures. Le 17 décembre, ce n'était qu'une journée de 24 heures. Et le 19, il sort de Matignon. Il appelle à une journée de mobilisation le 9 janvier. C'est-à-dire 20 jours plus tard. Donc celui qui est capable de me prouver par A plus B que Philippe Martinez a appelé à la grève reconductible depuis le début, je lui donne ce qu'il veut. D'accord? Il ne l'a pas fait. Donc moi je veux bien, chers camarades, le but n'est pas de féliciter je ne sais quoi, mais c'est pas non plus de rougir un discours plus qu'il ne l'est déjà. D'accord? Parce que ce qui se dit dans les médias c'est une chose et la réalité du terrain elle est autre. La réalité du terrain, c'est qu'on a laissé la RATP et la SNCF se batailler, notamment avec les profs qui ont lutté jusqu'à de fait les congés de fin d'année parce que les écoles elles sont fermées. Mais l'éducation nationale aussi était fortement mobilisée durant cette période-là. Et je pense notamment aux camarades gilets jaunes qui ont participé à énormément d'actions, qui ont bloqué également les dépôts de bus, qui ont participé aux manifestations, certains se sont mis en grève, parfois pour la première fois de leur vie aux côtés des camarades de la RATP, de la SNCF et de l'éducation nationale. Mais la réalité, elle est celle-là. Elle est qu'on a laissé un certain nombre de secteurs qui étaient mobilisés depuis le 5 décembre s'épuiser pour commencer à sortir des journées d'action. D'accord? Aujourd'hui, on nous parle de temps fort. Mais comment on peut parler de temps fort à des gens qui sont au 54e jour de grève? Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Quelqu'un, il a 54 jours de grève, tu es en train de lui expliquer que tu vas appeler d'autres secteurs à faire des temps forts. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête sa grève reconductible? Il se met sur des temps forts? Mais pour faire quoi sur des temps forts? Pour s'occuper, pour se donner bonne conscience qu'il est en train d'encore se mobiliser. Et on les connaît, les temps forts. Les temps forts, chers amis, ça va être à chaque fois que le texte, il se balade de l'Assemblée entre le Sénat, à chaque fois que le texte, il fait la navette d'un endroit à l'autre, il y a une manifestation. C'est tout, c'est ça les grèves perlées. Les grèves perlées, elles sont perlées parce que ils mettent à chaque fois une journée de mobilisation le jour où le texte il va à l'Élysée, il va à l'Assemblée, il va au Sénat, il repasse par-ci, il repasse par-là. Ce qu'on a besoin, chers amis, c'est d'un plan de bataille. C'est d'une stratégie claire pour gagner. Les gens sont prêts à se remettre en grève. Ils sont prêts à la grève reconductible. Mais tous ceux que moi je connais et autour de moi, ils disent on est prêts, Anas, à repartir en grève reconductible, mais on repartira pas seul. On part tous ensemble. On repart tous ensemble ou on repart pas. Mais les gens, ils le savent et ils ont appris notamment de la grève de la SNCF. Quelle meilleure expérience que la grève perlée de la SNCF, chers amis. Comment on pourrait faire croire que demain une grève perlée pourrait gagner contre la réforme des retraites? Ce n'est pas possible, d'accord? Ce n'est pas du défaitisme, c'est du pragmatisme. C'est de la clairvoyance que de dire ça. C'est de montrer que moi, je considère pas que les grévistes, les travailleuses et les travailleurs qui luttent, ce sont des enfants. Je considère qu'au contraire, ils sont beaucoup plus éclairés à la lutte des classes et ils sont beaucoup mieux armés à vouloir lutter que des personnes qui diraient que ce sont des discours de défaite ou quoi que ce soit. Alors oui, malheureusement, ça va souffler un peu à droite à gauche, mais je le dis et je le répète, il va falloir qu'on reparte. Il va falloir qu'on reparte.
Et il y a un organe qui est important et qui se mobilise depuis le début dans cette grève, chers amis, c'est la coordination RATP-SNCF. Vous l'avez vu, la coordination RATP-SNCF, on en parle énormément et elle fait parler d'elle. Pourquoi? Parce que l'action importante que vous avez vue à Gare de Lyon le 23 décembre, c'est la coordination RATP-SNCF qui l'a faite. La manifestation le 26 décembre dernier entre Gare de l'Est et Saint-Lazare qui a réuni, selon la préfecture de police, 3000 personnes, d'accord, le 26 décembre, c'est-à-dire le lendemain de Noël, c'est la coordination RATP-SNCF qui l'a appelé. L'action à la République en marche, c'est la coordination RATP-SNCF qui l'a faite. Les contre-vœux du président que vous avez vu le 31 dans l'ensemble des médias pour dénoncer les vœux du président de la République, c'est la coordination RATP-SNCF. Et enfin, deux autres actions. L'action chez De Richebourg. D'ailleurs, je suis convoqué, je multiplie les convocations malheureusement, chers amis, mais c'est pas grave. Je suis pieds et poings liés dans cette mobilisation. Mercredi, malheureusement, je ne pourrai même pas aller manifester parce que je suis convoqué au commissariat du 12e arrondissement par rapport à l'action qu'on a fait dans le 12e arrondissement pour chez De Richebourg pour le cas d'Adama Cissé. Si vous vous rappelez d'Adama Cissé, c'est le travailleur de la propreté de Paris qui a été pris en photo, qui a été licencié par De Richebourg. On était parti faire une action le jour où on avait appris son licenciement et on avait été reçu par un des dirigeants de Richebourg pour pouvoir l'interpeller et essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Entre-temps, heureusement, on a été contacté pour dire que la ville de Bondy allait l'embaucher, mais on a été faire une action chez De Richebourg symbolique pour montrer qu'à la RATP, à la SNCF notamment, on ne pense pas qu'à nos gueules et au contraire, on ne pense pas qu'à la question de la réforme des retraites, mais on pense à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs qui luttent et qui se font réprimer, d'accord? Donc pour l'action chez De Richebourg, mercredi à 14h, je serai convoqué également au commissariat pour être entendu par rapport à cette action-là. Mais l'action chez De Richebourg, c'est la coordination RATP-SNCF. Et enfin, la dernière, c'est celle de la CFDT, c'est la coordination RATP-SNCF. Mais cette coordination, elle doit aller plus loin que la RATP et la SNCF. Demain, on a besoin d'être une coordination en réalité nationale, mais pas une coordination artificielle qui rassemble 20 ou 30 pèlerins dans une salle. D'accord? Il va falloir que ça soit une coordination de secteurs réels et mobilisés. Donc, chers amis, s'il y a des camarades, on est en train de rassembler un certain nombre de contacts à droite et à gauche. Mais si, dans ce live, ou si vous connaissez des camarades de l'énergie, des raffineries, des ports et docks, les pompiers, l'ensemble des secteurs de l'éducation nationale, de la Bibliothèque de France, de la fonction publique, celles et ceux qui se mobilisent et qui seraient prêts à faire front commun ensemble dans une date où on démarrait en grève reconductible ensemble, il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on se rencontre et qu'on se coordonne réellement, d'accord? Il faut que la coordination RATP-SNCF, elle devienne une coordination interprofessionnelle, mais une coordination interprofessionnelle réelle, d'accord? Avec des secteurs réellement mobilisés et en lutte et qui sont mandatés par leur secteur et qui, lorsqu'ils disent quelque chose, au moins il y a une application derrière. Donc on a besoin de faire ça. On a besoin que ça soit la base qui reprennent les commandes de cette mobilisation. La coordination, elle a joué un rôle essentiel pendant quoi? Pendant cette fausse trêve, d'accord? Parce qu'on nous a abandonnés. Laurent Berger, il a dit on se revoit à la rentrée. Et de l'autre côté, Martinez, même s'il n'a pas dit le mot trêve, moi je sais pas, chers amis, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr. Mais si le 19 décembre, t'appelles à une mobilisation le 9 janvier, c'est-à-dire 20 jours plus tard, tu laisses les gens qui sont en grève reconductible 20 jours sans aucune date de mobilisation, la grève ne tient pas. La grève, elle a tenu à la force et à la détermination de l'ensemble des grévistes de la base, qu'ils soient syndiqués ou non syndiqués, mais qui ont fait en sorte de tenir le pavé. Celles et ceux qui ont fêté Noël sur les piquets de grève. Celles et ceux qui ont acheté des sapins et qui les ont mis devant leur dépôt de bus. Celles et ceux qui ont fêté le jour de l'an sur leur piquet de grève. La grève, elle a tenu pendant cette période-là à la force et à la détermination des grévistes de la base, peu importe s'ils soient syndiqués ou non syndiqués. Elle n'a pas tenu grâce à Berger, Martinez ou Escure. D'accord? C'est ça la réalité. Et demain, il n'y a rien à attendre malheureusement des confédérations syndicales, sinon des journées éparses. Parce qu'au fort de la mobilisation, ils n'ont pas appelé à la grève reconductible. D'accord? Ils ont appelé les secteurs à rejoindre la grève, mais appeler les secteurs à rejoindre la grève, ça c'est de la phraséologie, c'est de la parlotte. Concrètement, il n'y a pas eu une bataille qui a été menée, chers amis. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a un manque de préparation, et c'est ce que je dis dans l'éditorial que j'ai écrit. Il y a un manque de préparation important dans cette grève, et surtout le pendant de ce manque de préparation, c'est qu'il y a un manque d'envie d'affronter le gouvernement. Faut dire réellement. Chers amis, vous pensez une seule seconde que les raffineries ils ne peuvent pas
couper les moyens de production directement? Vous pensez que l'énergie, les camarades de l'énergie avec qui j'ai discuté, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, Anas, on pourrait couper une ville si on veut. D'accord? On pourrait plonger une ville dans le noir si on voulait. Les égoutiers, ils ont dit, on pourrait mettre Paris sous la merde en une semaine si on voulait. D'accord? Regardez nos camarades des ports et docks. Les camarades des ports et docks, ils sont en train ils arrivent à tuer limite la Corse et les dom-toms avec une grève. Donc, le blocage de l'économie, ça fonctionne. Mais il va falloir que la grève, elle soit massive. On peut pas regarder d'autres secteurs et nous reprendre et les autres secteurs, quand on revient, reprennent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la question de la stratégie. C'est qu'à un moment donné, on fasse pause, mais pour penser la suite. Donc, en tout cas, sachez les échos que moi, j'ai de chaque côté, un peu à la RATP, la SNCF et autres, c'est qu'il y a une possibilité de reprise de la grève reconductible en mars ou en avril. D'accord? Et il va falloir qu'on la prépare. C'est pour ça les caisses de grève aujourd'hui, elles vont devoir être alimentées pour préparer la suite de la grève. D'accord? On a banalisé ça. Et moi, je le dis et je le répète, il faut avoir énormément de respect pour les camarades de la RATP. Parce que pour beaucoup, c'est leur première mobilisation. Et ils ont montré un niveau de détermination et un niveau de radicalité que jamais on avait vu auparavant. D'accord? Certains, ils sont même pas syndiqués, ça fait 54 jours qu'ils sont en grève. D'accord? C'est leur première grève, ça fait 54 jours qu'ils luttent. Je connais des couples à la RATP dont le mari et la femme sont en grève reconductible depuis le début. Qu'ils ont des enfants à nourrir et pour qui les payes, elles vont être à zéro. D'accord? Et ça, c'est une réalité. Et ils luttent et ils continuent à lutter. Les gens sont déterminés, chers amis. Je le dis et je le répète, ce n'est pas juste l'histoire d'une réforme des retraites, c'est l'histoire de la lutte des classes qui est en train de se jouer. On ne peut pas perdre cette grève. Ce serait criminel de perdre cette mobilisation, d'accord? Ce serait criminel parce que jamais le gouvernement n'a été aussi impopulaire, jamais le gouvernement n'a été aussi acculé face à une grève, d'accord? Lorsque vous regardez le dernier, déjà, moi je vous invite à lire le rapport du Conseil d'État, d'accord? C'est du petit lait, d'accord? Le Conseil d'État qui déglingue le manque de préparation et l'amateurisme du gouvernement autour de la réforme des retraites, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Le dernier sondage ELAB, 82% des Français considèrent que la politique du gouvernement ne leur a rien apporté. 67% des Français considèrent que la réforme des retraites va les précariser. 61% des Français considèrent que le gouvernement devrait reculer face à la rue et retirer sa réforme des retraites. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas, au même niveau que au moment le plus subversif du moment des Gilets jaunes en décembre. C'est spectaculaire, chers amis, ce qui est en train de se passer. Jamais, en tant que cheminot, et je pense même pour les collègues de la RATP, jamais on n'aurait pensé une seule seconde qu'au mois de janvier, il y aurait des avocats qui feraient des mêlées dans les tribunaux avec la gendarmerie. Jamais on n'aurait pensé voir des professeurs jeter leurs cahiers. Jamais on n'aurait pensé voir la jeunesse commencer à se mobiliser, à bloquer des lycées. Il y a des assemblées générales qui se passent un peu partout dans l'ensemble des facs. Et ça peut prendre dans la jeunesse, je vous le dis. Dans la jeunesse, ça peut prendre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui, et notamment autour des enseignants-chercheurs qui sont attaqués par une réforme, en fait, où on veut les précariser encore plus, et qui sont chauds bouillants, d'accord? Ils sont chauds bouillants, ils sont en train de chauffer l'ensemble des étudiants à se mobiliser. Et ce qui est en train de se passer, c'est important. C'est pour ça qu'on a besoin d'un plan de bataille. On ne peut plus retourner dans le champ de guerre face à des snipers en slip. Moi, je le dis, hein, la caisse de grève, c'est l'arme du gréviste. C'est comme si un général, il te disait d'aller te battre et qu'en face, il savait qu'il y avait des tanks et des snipers, mais que toi, il t'avait même pas filé ni une arme, ni un gilet pare-balles. Et qu'en fait, lorsque tu es au milieu du champ, t'es en train de te manger des balles de sniper dans les genoux et en fait, il se rend compte qu'il t'a pas donné d'arme. Et qu'il te dit, ah ouais, bah c'est normal, là, il est obligé de revenir. Mais il est pas obligé de revenir vu que tu lui as pas, il est sorti à poil. Et c'est pareil, chers amis, avec la caisse de grève. Qu'est-ce qu'on s'attendait à quoi? On s'attendait à quoi? Que les gens, après 50 jours, ils allaient en taper 90 d'affilée, comme ça, sans argent, que les grévistes, ils vivent d'amour et d'eau fraîche. Il y a personne qui s'est préoccupé d'avoir lancé une caisse de grève. Comment ça se fait que ça soit les camarades de l'Infocom CGT? L'Infocom CGT, c'est un secteur qui est quasiment même pas mobilisé. Il y a quelques camarades de l'Infocom qui sont en grève, mais c'est un secteur, eux-mêmes le disent. C'est pas un secteur mobilisé comme la SNCF ou la RATP ou l'éducation nationale. Comment ça se fait que ça soit les seuls à penser à faire une caisse de solidarité et à gérer une caisse de solidarité pour d'autres secteurs en lutte? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Les gens, ils se posent pas des questions. Les gens ne se posent pas des questions.
Je sais pas, moi, quand t'as lutté, moi, à la SNCF, on était en grève l'an dernier. On peut pas penser à, on a un truc. À la SNCF, en 2018, il y a des intellectuels qui ont lancé une caisse de grève pour celles et ceux qui se rappellent. D'accord? Il y a eu environ 1 500 000 € qui ont été collectés pour la SNCF en 2018 sur la réforme des retraites. Mais normalement, ton geste premier, c'est que dès que t'envoies les cheminots dans la lutte, c'est que tu lances une caisse de grève. Tu peux pas faire comme si t'as pas une expérience de l'utilité d'une caisse de grève. Comment tu retournes dans une grève et t'oublies la caisse de grève? C'est pas possible. Nous, sur le secteur du Bourget, les amis, on a lancé la caisse de grève dès le premier jour. Faut savoir que la caisse du triage du Bourget, elle a dépassé les 70 000 € pour un secteur comme le Bourget. Mais parce que nous, on l'a sorti dès le début. Dès le début, le premier jour, on est en grève, caisse de grève. C'est automatique. Et vous demandez à l'ensemble des camarades des secteurs qui ont lancé leur caisse de grève 3 semaines après, tous, ils vous le disent. La prochaine grève, premier jour, on lance la caisse de grève. On n'attendra pas 3 semaines. Et tout le monde, ils le disent. Parce que c'est pas de leur faute aux camarades qui se sont mobilisés dès le 5 décembre. Parce que la plupart pensaient que la grève, elle allait être pliée en 2 semaines. La plupart pensaient que la grève allait durer 2 semaines et que ça allait être plié. Que sans métro, sans train, le gouvernement allait céder juste avec la RATP et la SNCF. C'est ça la réalité. D'accord? Moi, j'allais dans les dépôts, j'allais dans les métros. Les gens, je leur disais pourquoi vous faites pas une caisse de grève? Ils disaient pourquoi tu veux qu'on fasse une caisse de grève? C'est pas besoin là. De toute façon, il y a le 13e mois, on va tenir 2 semaines et c'est plié. C'est ça la réalité. C'est qu'après, c'est au moment de Noël où les premières caisses elles ont émergé. Et moi, on faisait une blague à la fin de la manifestation vendredi. Ceux qui étaient sur Paris, ils savent de quoi je parle. Mais vendredi sur Paris, à chaque bout de trottoir, il y avait des camarades avec des caisses de grève. À un moment, je disais, il y a plus de caisses de grève que de manifestants aujourd'hui à Paris, tellement c'était incroyable. C'est ouf, mais moi je suis content parce qu'au moins ça montre que le principe de l'auto-organisation, il est imprégné maintenant et que les gens ont compris que l'utilité d'une caisse de grève, ils la banalisent pas. Mais le problème, c'est que il y a des professionnels de la lutte normalement, des confédérations syndicales, leur rôle, c'est pas de conduire un métro. D'accord? Le rôle de Martinez ou de Berger, ce n'est pas de conduire un métro, c'est pas de conduire un bus, c'est pas de gérer un aiguillage. Leur rôle, ce sont des dirigeants syndicaux. Leur rôle, c'est de préparer la lutte, c'est de faire en sorte que la lutte elle soit massive et elle soit préparée à pouvoir gagner. Mais lorsqu'on regarde par exemple la déclaration de Martinez au micro de Sud Radio fin novembre, qu'est-ce qu'il dit Philippe Martinez? Il dit il peut ne pas y avoir de 5 décembre si le gouvernement on peut éviter un 5 décembre si le gouvernement fait un pas. Mais chers amis, il y a personne qui souhaite éviter la grève. Qui aurait cru une seule seconde que le néolibéralisme il allait reculer comme ça juste avec une annonce dans une radio? Mais on prend les gens pour qui? Vous pensez qu'Emmanuel Macron il allait dire ah oui bon il a raison, on va éviter le 5 décembre, on va retirer la réforme des retraites dès maintenant sans grève? Mais il y a personne qui voulait éviter. Sinon ceux qui jouent à cache-cache avec la lutte, il faut arrêter de jouer à cache-cache avec la lutte. Donc c'est pour ça que la base elle va devoir reprendre le terrain de la stratégie. Donc nous en tout cas, pour aller un peu dans la conclusion de ce live et pour répondre après à quelques questions comme j'ai fait la dernière fois, il y a une réunion de coordination pour l'ensemble des camarades de la RATP et de la SNCF qui va se réunir mercredi. Donc si vous êtes sur des lignes, des dépôts de bus et que vous n'avez pas connaissance de la coordination RATP SNCF, vous envoyez un message sur Révolution Permanente et puis je vous contacterai derrière en message privé pour vous donner les éléments de la rencontre et autres. D'accord? En tout cas, le projet, quel est-il? Aujourd'hui, on a été plusieurs dans différentes facs. Moi, j'ai été dans la fac d'Evry. Je tiens à remercier l'ensemble des étudiants et des professeurs de la fac d'Evry qui nous ont accueillis très chaleureusement, qui étaient hyper heureux et qui ont même collecté 171 € pour nous, d'accord? Pour les grévistes, rien que entre eux, en faisant tourner une petite bouteille, en train de la remplir, d'accord? Merci aux étudiants qui se mobilisent, qui sont sur les piquets de grève depuis le début de la mobilisation, qui prennent des coups, qui prennent du gaz depuis le début et qui se mobilisent et qui demain seront prêts, pardon, à lutter, d'accord? Et on le sait très bien, le printemps en France, il est toujours chaud bouillant. Le printemps des luttes, comme on le dit, il va être chaud bouillant cette année. Et c'est pour ça qu'il est primordial qu'on prépare la suite. Non pas à s'épuiser dans des grèves de 24 heures toutes les 2 semaines ou toutes les semaines qui vont épuiser tout le monde, d'accord? Mais par relancer la grève illimitée, la grève reconductible jusqu'au retrait total.
d'accord? Mais à un moment donné, il va falloir que la grève, elle soit massive. Il va falloir qu'elle soit dans tous les secteurs. Il va falloir qu'on dise à nos camarades des raffineries, de l'énergie, de l'éducation nationale, des ports et docks, paralysie totale de l'économie, paralysie, plus une école ouverte, plus un bateau qui accoste ou qui sort des différents ports de France, plus une raffinerie qui sort une goutte d'essence, plus une centrale nucléaire qui tourne, plus un travailleur des tirus ou de la propreté qui prend une poubelle ou qui décharge une poubelle. C'est ce message-là de fermeté qu'il faut qu'on envoie au gouvernement. Vous nous avez pas entendu, eh ben on va y aller encore plus fort cette fois-ci et vous allez voir, ça va vous faire mal. L'opinion publique est derrière nous, d'accord? L'opinion publique est derrière nous, elle nous soutient depuis le départ, elle nous a jamais lâchés. En 54 jours de grève, chers amis, et ça c'est un record historique aussi, l'opinion publique ne s'est pas retournée une seule fois contre les grévistes. Jamais durant l'ensemble de la mobilisation, l'opinion publique nous a lâchés. Elle a toujours été derrière nous. Et je vous le dis, lorsqu'on les voit sur les quais, lorsqu'on les voit dans les gares et qu'ils nous voient avec nos gilets, ils nous tapent sur l'épaule, ils nous disent on est avec vous, ne lâchez rien. Il y a une camarade, je dis une camarade, mais c'est une camarade. Tout à l'heure, j'ai fait un tweet pour la caisse du Bourget. Il y a une dame qui s'appelle Émilie qui a versé 800 euros à la caisse de grève du Bourget. 800 euros à la caisse de grève du Bourget. Mais vous voulez qu'on arrête la grève avec des gens qui donnent 800 euros, qui donnent quasiment l'équivalent d'un SMIC pour te dire tenez bon, on est avec vous, je mets 800 euros avec ma carte bancaire pour que vous teniez. Vous croyez que nous, on va arrêter après ça? Après que des gens dans des manifestations soient venus donner 100 euros, 200 euros, 50 euros, vous croyez qu'on va arrêter? C'est quand même quelque chose d'incroyable ce qui est en train de se passer. Donc on doit repenser la stratégie, on doit préparer une grève qui devienne massive et que ça soit une grève reconductible et non pas des grèves minoritaires et croire que voilà parce qu'on est 3 par là, 2 par là, 1 par là et qu'au final on fait 50, on croit qu'à 50 on va gagner. Non, à 50 on gagne pas. On gagne pas à 50 quand tu avais 98% des conducteurs du RER, 95% des conducteurs de la RATP, 78% des machinistes en grève pendant 50 jours. T'as pas gagné, tu crois que tu vas gagner avec des journées de 24 heures par-ci par-là, avec des taux de grévistes qui sont plus bas. Faut arrêter de mentir aux gens. Faut arrêter de raconter des histoires. Par contre, on peut le faire. Et c'est ça l'avantage, c'est que partout, les gens ils sont prêts à retourner. Les gens ils disent on n'a pas fait ça pour rien. S'il faut faire plus, on fera plus. Mais il faut nous donner le plan de bataille. Il faut nous dire c'est quoi le mode d'emploi là pour pouvoir aller réellement et taper fort. Et tout le monde est prêt à faire ça, je vous le dis les amis. Tout le monde est prêt à taper fort si à un moment donné, il y a une stratégie qui est proposée. Donc nous, on va faire en sorte que cette coordination, ça ne soit pas uniquement une coordination de la RATP et de la SNCF, mais que très rapidement, elle se transforme en une coordination interprofessionnelle. En tout cas, c'était le souhait des dernières réunions qu'on a fait entre nous, de pouvoir tendre vers une vraie coordination interprofessionnelle. On est en train de prendre les contacts, je le dis et je le répète, s'il y a des camarades de l'énergie, des raffineries, des ports et docks, de l'éducation nationale et autres qui veulent se mobiliser, qui veulent se coordonner à la base, décider d'une stratégie et d'un plan de bataille à la base, de dire la base, elle dit il faut faire ça, telle date, telle heure et on commence ensemble et on le fera. Je vous assure. Parce que si dans une coordination, tu as l'ensemble des lignes de métro, l'ensemble des dépôts de bus, l'ensemble des gares SNCF, partout en France, l'ensemble des raffineries, l'ensemble des centrales nucléaires, des secteurs de l'énergie, l'ensemble des camarades des ports et docks, si tu les as tous dans cette coordination et que tout le monde se réunit et tout le monde décide du même plan de bataille, le plan de bataille il sera mis en place et il marchera. Par contre, si t'attends après Pierre, Paul, Jacques qui viennent, qui te pondent en intersyndical, je vous donne rien un truc par rapport à cette journée de mercredi par exemple. La journée du 29, elle a été décidée quand? Elle a été décidée dans l'intersyndicale vendredi, d'accord? Faut savoir que notamment dans le service public, à la SNCF, la RATP, mais aussi dans ce qu'on appelle le premier degré dans l'éducation nationale, c'est-à-dire la maternelle et les primaires, on est soumis au délai de prévenance de 48 heures. Comment, pour un professeur, imaginons je suis professeur, comment je peux mettre en grève des professeurs alors que la date, je la prends le vendredi, que le samedi, dimanche, l'école est fermée et que pour pouvoir se déclarer mercredi, je n'ai que lundi pour pouvoir déclarer les gens et les prévenir de la grève mercredi. Ce n'est pas possible, chers amis. C'est pareil à la RATP, la SNCF. Comment voulez-vous qu'on fasse des déclarations de grève en 48 heures alors qu'on nous a averti d'une date vendredi après-midi pour le mercredi?
Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Ce sont des personnes qui ne connaissent même pas le fonctionnement du terrain. Parce que n'importe quel travailleur de la RATP et de la SNCF qui est soumis au délai de prévenance, il l'aurait dit. Il aurait dit, mais les gars, écoutez, entre les délais, c'est pas possible de déclarer suffisamment de gens. Et pourquoi? Et pourquoi ils font ça? Parce que comme ça, mercredi, la journée, elle sera merdique et on dira, ah bon, bah voilà, nous on a appelé à une journée, mais bon, force est de constater que maintenant, la journée de grève, elle était merdique et vu qu'elle est merdique, bah, vous comprenez, maintenant, il va falloir qu'on peut-être, on ravale notre caquet et qu'on accepte de commencer à négocier la régression sociale avec le gouvernement parce que le retrait, ça sera pas possible vu que mercredi, il y avait pas assez de monde. Et c'est ça qu'ils cherchent en multipliant des journées de 24 heures avec des stratégies pourries. Mais le problème, c'est que pour déclarer les gens en 48 heures, c'est difficile lorsque tu donnes une date le vendredi soir et que samedi, dimanche, les gens, ils travaillent pas. Comment tu fais pour tenir une permanence quand le samedi, dimanche, tu travailles pas? Et que tu as besoin de mettre les professeurs de ton école en grève dès le lundi? C'est pas possible. Les gens, ils viennent lundi, ils bossent et tu peux pas leur dire de se déclarer gréviste directement sur le champ. Ça sera déjà trop tard. Parce que c'est 48 heures avant la prise de service. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a rien à attendre de ceux d'en haut. Et je pourrais vous démontrer par de nombreuses manières. Il n'y a jamais eu une manifestation nationale, chers amis, à Paris. On devrait avoir une manifestation nationale. On devrait appeler à une journée de manifestation où l'ensemble des régions montent à Paris. Une montée nationale de l'ensemble des secteurs en grève à Paris. Pour avoir des images tellement spectaculaires qu'ils flipperaient en fait à voir tellement de monde dans la capitale. Parce qu'il faut pas se mentir. Les manifestations qui se passent à droite et à gauche dans le pays, quand tu allumes les médias, ils en ont rien à taper. D'accord? Tu peux être 10 000, 20 000 par-ci par-là, ils s'en préoccupent pas. D'accord? Ils se préoccupent que de Paris. Parce que Paris, c'est le cœur du pouvoir. C'est là où il y a l'Élysée, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y a Matignon, il y a la Défense, il y a les grandes entreprises. Il y a que Paris qui ne les intéresse. C'est pour ça que quand vous regardez, on a l'impression qu'il y a que les métros qui intéressent les médias et le gouvernement. Mais c'est une certaine réalité. C'est que Paris, il y a une particularité. Et comment ça se fait qu'on n'a toujours pas eu en 54 jours de grève une seule manifestation nationale? Il faut une manifestation nationale. C'est pas possible. Il faut qu'on ait l'ensemble des cheminots qui montent. Et ça donne du baume au cœur à tout le monde. Parce que parfois, moi, je reçois des coups de fil de collègues qui sont en région, en province, et ils disent, nous, on aimerait bien monter à Paris, Anas, parce qu'on voit les cortèges et tout, chez vous, ça bouge, il y a de l'ambiance. Nous, on était 1500, on était 2000, ça te démoralise et tout, t'as même pas envie de continuer. Et c'est une réalité, c'est pour ça qu'une journée de manifestation nationale, elle est importante. C'est important de le faire. Et le fait de ne pas l'avoir fait, c'est qu'aussi, on n'a pas envie réellement de se doter des moyens pour pouvoir lutter. Et c'est pareil sur le caractère des déclarations de grève, de manifestation, pardon. Quand tu as eu un an de gilet jaune, tu ne peux pas revenir avec des manifestations déclarées systématiquement à chaque fois, de revenir comme les années 70. C'est pas possible de revenir comme si de rien n'était, comme si pendant un an, il n'y avait pas les gilets jaunes qui étaient mobilisés dans la rue. C'est pas possible de revenir comme ça à l'ancienne avec des manifestations plan-plan entre Bastille et République. C'est pas possible ça quand même. Il y a un problème de fond. C'est donc soit on veut gagner, soit on veut faire semblant de gagner. En tout cas pour l'instant, malheureusement, celles et ceux qui sont censés diriger le mouvement ouvrier, ils font semblant d'essayer de gagner. Donc voilà. En tout cas, chers camarades, moi je m'arrête là et puis je répondrai à quelques questions s'il y a besoin. Et je vous remercie de votre attention et désolé du retard parce qu'on a commencé en retard, mais j'ai réussi à faire 1 heure pile. Donc voilà, en tout cas ce que je dis, et je le dis et je le répète, il va falloir que l'ensemble des secteurs prêts à se mobiliser le disent. Et on est prêts, moi je vous le dis. Et moi, chez moi, dans mon secteur, au Bourget, on a voté la reprise parce qu'on a vu qu'à droite à gauche, ça reprenait. Et qu'on n'a pas envie d'être tout seul en grève. Ça nous intéresse pas de perdre 10, 15 jours de salaire en plus juste pour la gloire, pour dire ouais nous on est les plus déter de la planète Terre et nous on est là, on n'arrête pas, etc. Nous ça on s'en fout de ça. Nous on s'en fout de ça. Nous on l'a toujours dit avec les camarades du triage du Bourget. Nous on est là pour faire grève avec les autres secteurs. On est là pour gagner collectivement, pas pour se la raconter, pas pour dire on a fait plus ou on a fait moins, mais pour essayer de penser les choses ensemble. C'est pour ça que souvent vous voyez des vidéos, souvent on essaye de participer, d'aller devant les commissariats, de bouger, de faire des actions, d'animer les cortèges de tête, etc., d'aller voir nos camarades au métro, etc. Je vois qu'il y a mon copain Victor
Force à Victor de la ligne 7, on est ensemble. Il y a Hanan, il y a Laurent de la ligne 9. Enfin voilà, je vois qu'il y a beaucoup de camarades qui sont connectés. Ça me fait chaud au cœur. En tout cas, il va falloir qu'on reprenne cette mobilisation en main. Il va falloir que de force, on souffle, mais que de force, en fait, on commence à alimenter les caisses de grève. Et je le dis, mais ça sera une décision qui sera sûrement prise à la prochaine réunion de coordination mercredi, mais on envisagerait éventuellement une caisse de grève RATP SNCF, d'accord, la caisse de grève de la coordination RATP SNCF, où en fait on mettrait toutes nos forces dedans, d'accord, on mettrait toutes nos forces dedans, c'est-à-dire que le moindre centime, le moindre euro irait dans cette caisse pour l'ensemble des secteurs de la coordination qui sont réunis, pour faire en sorte déjà de pouvoir faire des actions, de pouvoir faire des actions dans les centres commerciaux, aller faire les péages gratuits comme certains ont su faire énormément de choses qu'on sait faire pour pouvoir alimenter des caisses de grève. Parce que le problème, c'est que lorsque tu veux soutenir, pourquoi tu soutiendrais plus la ligne 6 que la ligne 7? Pourquoi tu soutiendrais plus la ligne le dépôt de bus de Béliard que le dépôt de bus de Flandre? Et c'est ça le problème. Quand tu as plusieurs caisses éparses, ça motive pas spécialement aussi à pouvoir donner. C'est pour ça que la caisse, notamment de l'info comme CGT, a marché, parce que vu que c'était une caisse qui était pour l'ensemble des secteurs, elle était vue comme une caisse dans laquelle au moins tu savais que ça allait être réparti dans d'autres secteurs. Mais là, il va falloir que la caisse, elle soit gérée par les grévistes, et il va falloir que ça soit les grévistes qui aillent chercher et collecter l'argent pour l'ensemble des secteurs. Donc voilà, en tout cas pour les perspectives. Et puis j'essaie de répondre à quelques questions, chers amis, si vous en avez, et j'en ai vu passer. Il y en a d'ailleurs, ah oui, sur les caisses de grève, chers amis, des différents secteurs, balancez dans le live là, balancez les caisses de grève. Salut Well, salut frérot. Balancez les caisses de grève sur le live, les amis, profitez, il y a 1000 personnes. On a besoin de la solidarité, les amis, au niveau des caisses de grève, c'est important, ça rembourse pas. Ah oui, une question que j'ai vu passer. 3 millions d'euros, les amis, pour l'ensemble des grévistes, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une somme qui paraît énorme, mais c'est une cacahuète, hein. Franchement, pour des secteurs où vous avez par exemple parfois 300 personnes qui sont en grève reconductible depuis 50 jours, qui ont perdu presque 4000 euros, franchement, il en faut de l'argent, hein. Vous savez, 3 millions, c'est pas grand-chose, hein. 3 millions d'euros, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que la CFDT devrait donner 30. Mais 3 millions d'euros, je sais que ça peut paraître une somme astronomique pour le commun des mortels, renvoyé à soi-même, mais 3 millions d'euros pour l'ensemble des travailleurs qui ont lutté depuis le 5 décembre, je vous assure, c'est pas grand-chose. Et c'est pour ça que la nécessité de la solidarité, elle est importante. Vous avez peut-être vu ces photos là des montages de La République en marche, ils sont quand même incroyables. Je voulais en parler aussi et j'ai oublié. Est-ce que vous les avez vus, ces petits photomontages là? Vous allez sur le Twitter de La République en marche. Ils ont fait des petites pastilles. Elles sont incroyables. Ils ont fait des pastilles, en fait, pour vous les commenter. Donc, Marie, elle est infirmière. D'accord? Elle gagne 30 000 euros. D'accord? Marie, elle gagne 30 000 euros. Ils disent quoi? Donc, Marie, dans le système actuel, elle gagnerait 1337 euros. Et dans le système universel, elle gagnerait 1800, je sais pas si vous voyez bien, 1899 euros. Ça, c'est Marie, elle gagne 30 000 euros. Hein. Suivez bien. Thomas, il est agriculteur, il gagne 12 000 euros. 12 000 euros par an. D'accord? Donc déjà, Thomas, avec 12 000 euros, ça fait combien? Ça fait 18 000 euros de moins que l'infirmière. Dans le système actuel, il est à 1590 euros. Et dans le système universel, il est à 1899. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, Marie, elle est infirmière. Pour 30 000 euros, elle a un système de retraite aujourd'hui à 1300 euros. Thomas, qui est agriculteur avec 12 000 euros par an, c'est-à-dire 1000 balles par mois, il partirait avec 1500 euros. Et les deux, alors qu'ils n'ont pas le même salaire, ils ont 18 000 euros d'écart entre les deux, ils partiraient avec exactement la même retraite à l'euro près.
Et enfin, la dernière, c'est Sarah. Donc Sarah, elle gagne 16 000 euros. Et Sarah, pour 16 000 euros, donc elle gagne déjà plus que Marie à la retraite, alors qu'elle gagne 14 000 euros de moins que Marie. Et bizarrement, Sarah qui gagne 16 000 euros, elle gagne combien? Elle partirait sous le système par points avec 1899 euros. Donc, c'est tellement des tocards, d'accord? Ils nous font croire que peu importe ton salaire, oui, désolé, on voit à l'envers, c'est pour ça que je l'ai dit. Mais vous allez sur le Twitter de La République En Marche. Mais c'est tellement des tocards qui font croire que Marie, qui gagne 30 000, Thomas, qui est agriculteur, qui gagne 12 000, et Sarah, qui est artisan, qui gagne 16 000, peu importe leur salaire, ils ont 1899 euros. Mais ce n'est pas possible. Parce que ton taux de cotisation rapporté au salaire que tu gagnes, il peut pas te donner la même pension de retraite. Justement, quand tu gagnes 12 000 euros, tu ne peux pas partir avec la même retraite que quelqu'un de 30 000 euros. C'est justement pas le bon système. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent tellement forcer et faire croire que le système, il est universel. Sauf que le système universel, chers amis, c'est pas normal que celui qui gagne 20 000 euros, il ait la même retraite que celui qui gagne 100 000 euros et vice versa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe combien tu gagnes, c'est pas grave, tu vas partir avec 1900 euros à la retraite. Mais ils prennent les gens pour des cons ou quoi? Et c'est pareil pour l'agriculteur. L'agriculteur, il gagne 1000 balles, 1000 euros par mois, et ils font croire qu'à la retraite, il part avec 1550 avec le système actuel. Mais il y a quel agriculteur qui gagne 1000 balles et qui part avec 150% de sa retraite? Ça n'existe pas. Il n'y a aucun système de retraite qui te permet de garantir 150% ton salaire. Ça n'existe pas. Vous imaginez un agriculteur qui gagne 1000 balles, il part avec le système, avec leur calcul à eux, le système actuel, il part avec 200 euros de plus qu'une infirmière qui gagne 30 000 euros à l'année. Mais ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles. Mais franchement, ça, si c'est pas une raison de plus d'aller jusqu'au bout et de retirer cette réforme totalement, ils sont dans le mensonge. Ils mentent éhontément, ces gens-là. Faire croire que peu importe ton salaire, tu vas gagner 1899 euros. Bah ouais, moi ça me va, je vais gagner le SMIC toute ma vie et je m'en fous, je vais gagner la même chose qu'un mec qui gagne 60 000 balles à l'année, on va gagner la même retraite. C'est quoi ça? Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles ou quoi? Surtout que le système par points, chers amis. Le système par points, comment il s'applique? On va prendre un pourcentage de cotisation sur votre salaire, d'accord? De ce pourcentage, je vous donne un exemple. Imaginons, vous avez cotisé sur votre fiche de paye, vous avez cotisé à hauteur de 400 euros, d'accord, sur votre paye. Vous avez cotisé à 400 euros. Le rapport de Levoix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pour avoir un point, d'accord, pour avoir un point, il faut avoir cotisé 10 euros. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné de 400 euros, suivez bien. Dans l'exemple que je vous ai donné de 400 euros. Ce salarié-là, si on part du même principe de ce que dit le rapport de Levoix, c'est-à-dire que ce salarié-là qui a cotisé 400 euros sur sa fiche de paye, il aura à la fin, donc pour avoir un point 10 euros cotisé, il aura 40 points. D'accord? Mais le même pourcentage appliqué sur un autre salaire va pas donner 400 euros de cotisation. Donc ne va pas donner le même système par points. Quelqu'un qui gagne 1000 balles, il aura peut-être cotisé 200 euros. Et s'il a cotisé 200 euros, il va avoir que 20 points. Et à la fin, c'est la totalité des points cumulés qui font qu'on le transforme avec la valeur pour t'avoir ta retraite. Tu ne peux pas gagner 12 000 ou 30 000 et partir avec la même pension de retraite, vu que c'est justement un système par points. C'est le nombre de points que tu as cotisé qui fait que tu as telle ou telle pension. Ils prennent vraiment les gens pour... ils prennent les gens vraiment pour des cons. Ouais, j'ai soif, Cyril, désolé. Bah, mieux vaut être infirmière, mais bon, si à la fin, tu pars qu'avec la même retraite qu'un gars qui gagne 1000 balles, tu vois la douille, quoi. Et le pire, c'est qu'il te donne l'exemple d'un agriculteur qui gagne 1000 euros par mois pendant 43 ans. Enfin, je pense que la préoccupation devrait être de savoir est-ce qu'il est tolérable de laisser quelqu'un qui est agriculteur se réveiller à 4 heures du matin, dormir à minuit et gagner 1000 balles. Je pense que la préoccupation pour l'agriculteur, c'est pas sa retraite, c'est de savoir déjà ce qu'il met dans son assiette. Parce que gagner 1000 balles pendant 43 ans chaque mois, je sais pas ce que vous arrivez à faire avec 1000 balles. Si vous avez des questions, chers amis, pour conclure
Il y a tellement de commentaires que j'arrive même pas à remonter tout. J'essaie de remonter un petit peu. Bon, écoutez, je vois pas de questions spéciales. Oui, Damien, oui, demain il y a une manifestation des pompiers, donc demain le 28 sur Paris, de ce que j'ai cru comprendre. Et puis chaque samedi il y a les gilets jaunes qui se mobilisent. Tac, tac, tac. Le problème du privé ne bouge pas. Ah, allez, je vais répondre à cette question-là et puis on clôturera. Sur la question du privé, les amis, c'est difficile. Regardez, ne serait-ce que dans une même entreprise, comment il y a une diversité de la mobilisation. Vous prenez par exemple la SNCF, entre les tractionnaires, les conducteurs et les autres services, mais c'est parfois du simple au quadruple en termes de taux de grévistes. D'accord? Dans des entreprises dans lesquelles il y a une tradition de mobilisation. D'accord? Il y a une particularité notamment, pareil au métro RER à la RATP, les conducteurs de métro et de RER avaient des taux de grévistes plus importants que dans d'autres métiers comme les agents de station, les agents d'entretien, dans les dépôts de bus aussi les taux ils étaient forts mais c'était un peu moindre que les métros. Donc imaginez que déjà dans une même entreprise, en fonction du secteur dans lequel vous êtes, s'il y a très peu de tradition de lutte, les taux de grévistes sont plus faibles. Alors imaginez, je sais pas moi, le gars de la GMF. Vous croyez vraiment que l'assureur qui est à la GMF, qui va le mettre en grève ce gars-là? Qui va aller le mobiliser? Qui va faire qu'il se mettra en grève? Le gars qui est chez Carglass. Est-ce que vous croyez que le mec qui est chez Carglass, qui met des pare-brises, il va décider par lui-même de se mettre en grève? Chers amis, le secteur privé, c'est très compliqué. C'est très compliqué du fait que déjà, il y a toute une crainte à travers la précarité de leurs emplois, où ce sont des personnes qui sont beaucoup en intérim, en CDD, etc. Parce que ça, c'est une question qui est primordiale. Parce que souvent, j'entends, ouais, mais le privé, ils nous ont regardé, ils nous ont laissé faire. Mais moi, je dis des fois, dans ta propre entreprise, frérot, dans ta propre entreprise, il n'y a pas besoin de chercher dans le privé, dans ta propre entreprise, en fonction des secteurs, tu as des gens qui sont à 9% de grévistes. Alors que toi, tu as 90%. Et que ça, c'est un problème avant d'aller chercher le plombier de l'entreprise de bâtiment. Ça, c'est un problème. Et il y a des secteurs dans lesquels déjà les contrats sont très précaires, les salaires sont très précaires. Et par-dessus tout, il n'y a pas de tradition militante. Il n'y a pas de tradition militante. Pour faire débrayer des maçons, il faut que tu aies quelqu'un qui les fasse débrayer. Ils vont pas débrayer du jour au lendemain parce qu'ils vont se dire, ah ouais, la RATP sont mobilisés, bah venez, nous aussi on se mobilise. On le sait très bien les amis, l'effet volontariste incantatoire, ça n'existe pas. Ce qui met les gens en grève, ce sont les militants de la grève, ce sont les gens qui arrivent à convaincre les gens, ce sont des personnes qui sont capables d'organiser un piquet, une assemblée générale qui tourne, qui vont mobiliser les gens. C'est très très difficile. C'est voire quasi impossible, je vous le dis très honnêtement. Parce que des fois, moi, quand j'entends les gens, ils nous disent les gens du privé, mais je dis, mais qui du privé? On attend quoi? On attend que l'entreprise d'électriciens qui a 20 électriciens elle se mette en grève reconductible avec la RATP et la SNCF pour une réforme des retraites. Chers amis, on les aura le jour de la révolution, mais faut pas se mentir. Pendant une grève sur la réforme des retraites, pourquoi? Parce que la grève, elle est défensive. La grève, elle est défensive. Je vais vous lire une petite citation du camarade Trotsky là-dessus. Sur ça, ça va peut-être en éclairer plus d'un sur ce qu'il disait notamment autour des Je vous lis un petit passage de Trotsky dans Où va la France, un recueil de textes entre 34 et 38, quand Léon Trotsky il était caché en France. Et dans cette période-là, notamment, vous avez sûrement entendu les grandes grèves de 34, de 36. Qu'est-ce qu'il dit par rapport aux grèves économiques? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la question de la réforme des retraites, et tout à l'heure, il y a un enseignant qui l'a dit lui-même à la fac d'Evry. Il dit pourquoi on se défend contre la réforme des retraites? Parce que ce qui est vrai, chers amis, c'est que si la réforme des retraites, on l'a fait retirer, on revient au stade de départ, hein.
Et moi, je sais pas pour vous, mais moi, je suis pas d'accord que dans le privé, il soit aux 25 meilleures années. D'accord? Parce que le système dans le privé, le calcul tel qu'il est, il est toujours meilleur que le système par points, ça, il n'y a pas photo. Mais le système actuel dans le régime général, il est chaotique. Parce que c'est pas normal de calculer sur les 25 meilleures années alors que dans d'autres secteurs, c'est les 6 meilleurs mois. On devrait revendiquer que l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays, ils partent avec une retraite calculée sur les 6 derniers mois. On devrait revendiquer que le départ à la retraite, il soit à minima à 60 ans. Parce qu'à un moment donné, dans ce pays, il y a d'après l'IRIS, les recherches qu'a fait l'IRIS, c'est entre 100 et 120 milliards de fraude fiscale. La fraude à la TVA, le carrousel de TVA, c'est 16 milliards. Le CICE, c'est 40 milliards. Faut savoir qu'on a donné 16 millions d'euros à Fort Blancfort. En CICE, ils ont supprimé plus de 800 emplois. On a donné 4 millions d'euros à Whirlpool, ils ont supprimé plus de 200 emplois. Donc l'argent, il y en a. D'accord? L'argent, il y en a. On pourrait proposer une grève offensive, en fait. Moi, j'aimerais que notamment l'ensemble des travailleurs des transports, qui soient dans l'aérien, le conducteur de bus, au Havre, à Marseille ou à Paris, pareil que le cheminot, tout le monde soit dans une et même entreprise. Toutes celles et ceux qui déplacent quelqu'un d'un point A à un point B devraient avoir le même statut, devraient avoir les mêmes règles. Ce n'est pas normal qu'un conducteur de bus de la RATP ou un conducteur de bus au Havre ne soit pas traité de la même manière. Mais non pas dans ma bouche, ce n'est pas la bouche de Christophe Barbier. Parce que Christophe Barbier, quand il dit ça, il dit ça pourquoi? Il dit ça pour que le conducteur de la RATP, il parte avec des cacahuètes. Moi, quand je le dis, c'est pour que le conducteur du Havre, il se motive et il se dise, ah bah oui, s'il y a moyen en fait d'avoir un meilleur salaire, etc. et des meilleures conditions de travail, ce qu'il ne faut pas nier. Eh ben, je suis prêt à lutter. Et le problème, c'est qu'une grève défensive, si tu retires la réforme, ça reste le point zéro. En réalité, tu reviens au point de départ. Et ça, c'est un problème profond, en fait, de systématiquement sortir pour une grève défensive. La force des Gilets jaunes. Une des forces des Gilets jaunes, ça a été quoi? Ça a été que les Gilets jaunes, ils sont venus revendiquer des choses nouvelles. Ils sont venus non pas uniquement pour la taxe pour le carburant, mais ils ont dit en gros, nous déjà ta taxe pour le carburant, on veut même pas en entendre parler, mais nous on veut augmenter les minima sociaux, on veut l'augmentation du SMIC, on veut le RIC, on veut ceci, on veut cela. Et c'est pour ça que le gouvernement, on peut tirer les conclusions bonnes ou moins bonnes de ce qu'ont gagné les Gilets jaunes. Mais ce qu'il faut pas mentir, c'est que la prime gilet jaune, nous, ils appelaient ça la prime Macron, mais nous on l'appelait la prime gilet jaune. Mais il faut savoir que dans un certain nombre d'entreprises, ils ont donné 400 euros, 200 euros. Il y a dans certaines entreprises, ils ont donné 1000 euros aux salariés grâce aux gilets jaunes au mois de décembre. Et les propres gilets jaunes, eux-mêmes, ne les ont pas touchés parce qu'ils étaient dans des entreprises tellement petites qu'en fait, le patron n'a rien donné. Mais pourquoi ils ont donné aux grandes entreprises? Parce qu'ils étaient tétanisés que les salariés de toutes les entreprises, que ça soit la SNCF, Total, les raffineries, ils étaient tétanisés qu'au mois de décembre, quand c'était le moment le plus chaud du mouvement des Gilets jaunes, et ben que nous on débraye et qu'on bloque l'économie du lundi au dimanche. Ils en avaient peur de ça et c'est pour ça qu'ils ont cédé. Mais pourquoi? Mais parce que les Gilets jaunes, ils sont partis de l'avant. Ils ont pas dit à nous, juste retire ça et on rentre chez nous. Et nous, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir dépasser la question et poser la question du programme. Pourquoi on se bat? Moi, je vous le dis, chers amis, enfin, je pense que vous me connaissez. Moi, je suis un militant révolutionnaire. Je ne me bats pas pour la question de la réforme des retraites. Ce que je suis en train de faire là, je suis en train de poser les jalons de la mère des batailles, si je puis dire. Moi, ce qui m'anime, c'est de changer complètement de société, de penser à l'avenir de ma famille, de mes enfants et des enfants des autres. Parce qu'à un moment donné, je peux plus tolérer d'être dans un pays où il y a 6,5 millions de chômeurs, 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1000 balles par mois, 200 000 SDF, 600 qui sont morts l'an dernier. Je ne peux pas accepter de vivre dans une société comme ça où il y a des Bernard Arnault qui sont multimilliardaires qui vont s'enterrer avec des billets verts dans leur tombe, des gens qui sont là, qui sont des rentiers, des héritiers, que toutes ces personnes-là, en fait, ils vivent avec l'impôt du contribuable et que moi, derrière, je me satisfasse de gagner 1500 balles. C'est pas ça ma vie. Je me bats pas pour ça, moi je vous le dis. Moi je me bats pour la révolution. Je me bats pour faire en sorte que la classe ouvrière, elle gagne aujourd'hui, que ça donne du moral et que derrière on soit en capacité demain de créer et de construire un parti révolutionnaire de masse qui rassemblerait l'ensemble de l'avant-garde ouvrière, des gilets jaunes, des militants féministes révolutionnaires, des quartiers populaires et autres, pour être dans le même parti, pour à un moment donné poser la question du pouvoir centralement, pour dire qui doit être le maître de la maison. Et moi je considère que c'est ceux d'en bas, les ouvriers, qui doivent être les maîtres de la maison.
Parce qu'à un moment donné, il n'est plus possible d'avoir une poignée de parasites qui sont là, qui sont en train de détenir les richesses de l'humanité, 26 milliardaires qui détiennent la moitié des richesses de l'humanité. Et moi, je suis en train de regarder c'est qui a tel statut ou qui a un CDD ou un CDI alors que moi, j'ai telle ou telle chose. C'est pas ça, moi, mon but. Mes chers amis, la question du programme, déjà, minima, elle est primordiale. Et donc, je conclurai là-dessus sur ces paroles révolutionnaires un peu. Donc, de Trotsky dans Où va la France. Je parlais des grèves économiques et du fait du privé. Enfin, juste pour resituer ce que je disais, parce qu'on disait pourquoi le privé ne se mobilise pas suffisamment, etc. Et que je disais que voilà, il y a d'une part les limites matérielles du fait des contrats précaires, du fait que c'est des entreprises dans lesquelles le patron il te vire normal. Moi, j'ai travaillé dans le privé. Je peux vous dire, le patron il a été obligé de comment dire. Il a été obligé, vous savez, à 50 salariés, il est obligé de faire un CHSCT. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé avec les CSE, mais il a mis le comptable en fait, qui était le représentant syndical. Ils choisissent. C'est eux qui appellent le syndicat, ils appellent la CFDT, ils appellent tel ou tel syndicat, ils disent voilà, moi je suis obligé d'organiser les élections, moi je veux une liste de tels syndicats. C'est comme ça que ça se passe. Vous croyez la CFDT elle est premier syndicat, pourquoi les amis? Vous croyez pourquoi la CFDT elle est première dans les entreprises du privé? Parce que c'est le patron qui appelle la CFDT pour pouvoir mettre dans son entreprise la CFDT. Parce qu'ils savent qu'avec la CFDT ils peuvent négocier. C'est comme ça que ça marche les amis. Dans énormément d'entreprises, le dirigeant syndical de l'entreprise, c'est le fils du patron, c'est le comptable, c'est le trésorier, c'est le président adjoint. Faut arrêter de croire que dans toutes les entreprises, vous avez des anas sans prétention, mais des mecs comme moi de la base qui sont là, qui sont en train de charbonner face au taulier. Ça n'existe pas, ça, chers amis. Déjà, donc je disais une des questions matérielles, donc du fait de leur contrat, et puis deuxièmement des questions militantes. Qu'à un moment donné, si tu as envie de faire débrayer, moi j'aimerais que les gens de Lidl ou de Franprix débrayent, que tous les Franprix de France et de Navarre ils ferment. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de militants à Franprix. Il y a quelques syndicalistes qui sont représentants de l'ensemble des magasins, mais qui n'arrivent pas à pouvoir faire débrayer. Et qui souvent tombent sur des travailleurs qui sont qui déjà ont un titre de séjour, qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes. Vous savez, il y a des patrons qui sont comme ça. Il disait, moi, si tu commences à mettre la merde dans mon entreprise, moi, tu sais, je vais dire à la préfecture que ton titre de séjour, il sera pas renouvelé, etc., etc. C'est comme ça, hein, chers amis, hein, faut arrêter de croire, hein. Il y a des entreprises de sous-traitance. Il y a énormément d'entreprises de sous-traitance dans ce pays. Des petites PME. La plupart des entreprises, ce sont des PME, ce sont des entreprises, je crois, de moins de 20 salariés. C'est ça le plus grand nombre. Mais parce que ces gens-là, ils sont sous-traitants. Et si en fait demain tu débrayes, mais le patron, l'entreprise qui le mandate, elle va dire écoute, moi je vais te couper ton contrat. Et elle rompt le contrat comme ça. Et puis le mec il va te dire bah écoute c'est chômage technique. T'as voulu faire grève. Du coup le contrat qu'on avait avec l'entreprise prestataire, elle nous l'a coupé. Du coup on est dans la merde. Et c'est comme ça chers amis ce qui se passe. C'est donc faut arrêter de croire. Hein. Moi quand je parle du privé, je parle des entreprises forte de la métallurgie. Quand moi je parle du privé, j'attends Renault, j'attends PSA, j'attends les grandes entreprises. La Poste, parce qu'une partie de la Poste maintenant est privatisée, et du coup la Poste, Engie, les gaziers, il y a énormément, moi je parle de ces entreprises-là, mais des fois quand j'entends de la bouche, on me dit ouais, pourquoi les gens ils nous regardent, ils font pas grève avec nous? Mes chers amis, parce que je sais pas, moi le gars il est dans sa boîte, ils sont 4, tu crois il va faire quoi? Il va aller se fight avec son patron pour faire grève pour la réforme des retraites, et après demain il va se faire lourder, il y a personne qui sera au courant. Enfin voilà. Du coup, je voulais juste ce passage-là qui est formidable. Qu'est-ce que disait Trotsky? Il disait « Les masses ouvrières comprennent ce que ne comprennent pas les chefs. C'est-à-dire que dans les conditions d'une très grande crise sociale, la seule lutte économique partielle, qui exige d'énormes efforts et d'énormes sacrifices, ne peut pas donner de résultats sérieux. Pire encore, elle peut affaiblir et épuiser le prolétariat. Les ouvriers sont prêts à participer à des manifestations de lutte et même à la grève générale, mais non pas à de petites grèves épuisantes sans perspective. » Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les grèves économiques défensives qui épuisent, à un moment donné, elles donnent pas suffisamment de résultats et c'est pour ça que les masses en fait comprennent que derrière le jeu n'en vaut pas spécialement la chandelle. C'est pour ça que la question du programme, elle est primordiale. La question du fait de poser d'autres revendications. Moi, je le dis et je le répète, venez avec vos revendications dans cette bataille. Ce n'est pas que l'histoire de la réforme des retraites, c'est l'histoire de la lutte des classes. Je le dis et je le répète, qui est en train de se jouer aujourd'hui sous nos yeux. Donc, chers amis étudiants, si la réforme des retraites,
c'est pas votre leitmotiv, d'accord, parce que vous vous dites la retraite c'est loin, eh ben mettez vos revendications, venez vous battre pour que l'université soit ouverte à l'ensemble des ouvriers, qu'il n'y ait pas un tri sélectif comme le fait Parcoursup. Pareil pour la réforme Blanquer, la réforme du bac, que l'ensemble des lycéens se mettent à bloquer parce qu'aujourd'hui ils sont avec leur truc de contrôle continu, ils passent des examens du bac en pleine année maintenant. C'est pour tout ça. Battez-vous pour les revendications que vous voulez. Les salariés, celles et ceux qui veulent se battre pour les hausses de salaire, battez-vous pour les hausses de salaire. Venez avec des banderoles, venez avec vos revendications, mais battez-vous avec ce que vous voulez. On a besoin en tout cas de massifier cette grève, de la densifier et de la généraliser, de faire en sorte que cette grève qui a démarré le 5 décembre par la locomotive, à savoir la RATP et la SNCF, cette grève, elle devienne non pas une grève contre la réforme des retraites, mais une grève massive contre le gouvernement Macron. Parce que, au final, ce serait faux de faire croire que si on retirait la réforme, tout irait bien dans le pays. Il y a personne qui peut le dire. Personne ne pourra le dire que retirer la réforme des retraites, le pays, on sera bien. D'accord? Moi, j'ai pas envie de me retrouver en 2022 à choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et se retrouver avec un front républicain au deuxième tour où le Parti Socialiste, etc., ils vont tous appeler à faire cohésion derrière Macron et Macron, il va passer. Parce que c'est pour ça que Macron, aujourd'hui, pour l'instant, il tient. C'est parce qu'il est soutenu par un bloc bourgeois et qui sait que dans les sondages, il passe le premier tour. Parce qu'aujourd'hui, la politique, et notamment la politique à gauche, c'est le chaos, sinon le semi-chaos qui est en train de se passer. Macron n'est pas fort. C'est que nous, il joue de nos faiblesses. D'accord? Il joue de nos faiblesses, en fait. C'est parce qu'on a des confédérations syndicales qui n'ont pas préparé la lutte, qui aujourd'hui sont en train d'expliquer qu'on est obligé de souffler plutôt que de se préoccuper du fait de comment mettre de l'argent pour faire en sorte que les gens y tiennent et ils densifient la grève reconductible. Et parce qu'on a des partis à gauche qui au final sont en train de errer comme ça en te disant vote pour moi, moi si tu votes pour moi je vais retirer la réforme des retraites, etc. Et ils ne connaissent rien à la lutte de classe, les amis. Ce dont on a besoin, c'est de se doter d'urgence d'un parti révolutionnaire de masse en fait, d'un parti qui pose clairement la question du pouvoir, le pouvoir détenu par les travailleurs. Et à un moment donné, on est en capacité, ma langue a fourché, on est en capacité de le faire. Parce que s'il y a eu un an de gilets jaunes, si aujourd'hui on est dans une grève qui est historique, qui a un record au-dessus de 86 et 95, lorsqu'on regarde un peu à l'international, qu'au Chili le gouvernement a dû démissionner pour une histoire qui a démarré autour du ticket de métro, qu'au Liban le gouvernement a dû démissionner parce que l'histoire elle a commencé autour de l'augmentation de WhatsApp, qu'en Algérie le fait d'annoncer Bouteflika un 5e mandat, ça a mis le feu en Algérie, en Équateur la hausse des taxes, etc. Il y a une tension internationale. Et en France, la France est l'épicentre, si je puis dire, de la lutte de classe. Il y a une tradition révolutionnaire dans ce pays. Que ça soit 1789, que ça soit la Commune de Paris en 1871, que ça soit les grandes grèves de 36, de mai 68, que ça soit les mouvements des mineurs, les mouvements de 86, de 95, il y a une tradition révolutionnaire dans ce pays, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça, d'accord? Et le fait d'avoir vu surgir de terre le mouvement des gilets jaunes comme ça, où on a vu des gens pour la première fois torse nu devant des canons à eau, des gens qui se faisaient éborgner, qui se faisaient arracher des mains et qui revenaient le samedi d'après, on l'a jamais vu. Faut savoir qu'il y a à peu près je crois une semaine, il y a eu le procès de l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay le 1er décembre dernier, d'accord? Qui aurait cru que les habitants du Puy-en-Velay, ils allaient mettre feu à une préfecture de police de leur ville? Qui aurait cru que les gens, ils allaient mettre feu à un péage comme on avait vu là, vous savez, avec le chariot élévateur et l'ambulance qui était incendiée? Enfin, il y a eu des images, on ne peut pas les oublier aujourd'hui, revenir dans nos traditionnelles manifestations plan-plan comme si de rien n'était et nos traditionnelles journées saute-mouton qui n'apportent rien d'autre que la défaite, d'accord? Donc ça, c'est important ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que le fait de penser, non pas qu'à aujourd'hui, mais de penser à demain, ça permet de pouvoir aussi construire aujourd'hui pour être mieux préparé demain. Et c'est ce dont on a besoin, chers amis. Donc voilà, après la réforme des retraites, il va falloir qu'on construise un parti révolutionnaire de masse avec l'ensemble des militants révolutionnaires et qui se sentent proches des idées marxistes, qui se sentent proches de la lutte de classe, qui se sentent proches de l'envie en fait de faire tomber le capitalisme, de faire tomber en fait ce système impérialiste qui réprime, qui tue, qui colonialise, qui fait un certain nombre de choses et que nous on est là en bas en train de les regarder depuis nos petites entreprises comme si de rien n'était. Chers amis, merci beaucoup, merci à toutes et à tous.
Je vais aller manger maintenant. Vous étiez très nombreuses et très nombreux dans ce live. Continuez à participer, à soutenir les caisses de grève. Force à tous, on est ensemble. Vous étiez sur Révolution Permanente, le média du bon côté de la barricade, le média du courant communiste révolutionnaire, tendance du NPA. Donc voilà, force à tous et puis à très vite pour un prochain live. Et j'espère pour un prochain live où cette fois-ci on remettra aussi des secteurs qui participeront par téléphone comme je le faisais au début de la mobilisation. Et j'espère qu'on arrivera définitivement à faire cette coordination nationale, interprofessionnelle avec l'ensemble des secteurs forts et mobilisés qui seraient prêts à repartir en grève reconductible très rapidement pour finir de taper sur le clou sur lequel on est en train de taper depuis le 5 décembre et bien avant, d'accord. Il faut comprendre que à l'image du clou, des petits coups de marteau ne l'enfonceront pas. Ce qui peut l'enfoncer, c'est un coup de masse. Et un coup de masse, c'est-à-dire une masse de grévistes mobilisés et en grève reconductible. Merci à toutes et à tous et à très vite et je vous embrasse et merci d'avoir suivi ce live. Ciao.